Bonjour et bienvenue à notre rencontre en ligne sur le thème de la ville numérique. En mai dernier, Sidewalk Labs, la filiale de la maison mère Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé renoncer à construire son projet d'écoquartier connecté à Toronto, sur les bords du lac Ontario, dont il était prévu qu'il serait piloté par les données des habitants. Et ce projet de Smart City était devenu un projet emblématique, l'un des plus observés au monde et aussi un des plus débattus. Alors, que dit cet échec pour l'avenir de la ville numérique et quelles leçons en tirer? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons deux experts, l'un français, l'autre canadienne. Alors, Teresa Scassa, vous êtes spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée au Canada. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en politique et droit de l'information à l'Université d'Ottawa et spécialiste des enjeux de protection de la vie privée dans la ville numérique. Vous avez aussi conseillé l'autorité publique Waterfront Toronto sur les enjeux en matière de propriété des données numériques. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, nous accueillons Antoine Courmont, qui est chercheur, professeur. Bonjour Antoine. Professeur à Sciences Po Paris et co-auteur d'un petit livre passionnant sur la ville numérique aux éditions PUF. Alors, ma première question, elle va s'adresser à Teresa Scassa. Vous avez suivi de près l'évolution du projet de Toronto, les débats qu'il a suscités. Comment avez-vous analysé ce retrait, cet échec? C'est intéressant parce que les raisons pour lesquelles le projet a été terminé étaient dues les raisons qui ont été avancées étaient le COVID-19 et l'incertitude autour du COVID-19 et l'investissement de beaucoup d'argent dans un grand projet de ce genre. Alors, on ne peut pas dire que c'est dû aux enjeux autour des données, mais c'est clair que c'était un projet qui, dès le début, a causé, a généré une réaction publique autour de cette question de quelles données seront collectées dans la ville, qui aurait droit à ces données, qui aurait accès à ces données et comment est-ce qu'on peut protéger la vie privée en liaison avec ces données. Et les questions qui ont été soulevées ont démontré un peu que nous avons des manquements dans l'encadrement pour la protection de la vie privée. Par exemple, au Canada, il y a des lois qu'il faut renouveler, modifier. Et ça a soulevé aussi plusieurs questions de gouvernance de données. Est-ce qu'on a les encadrements nécessaires pour une bonne gouvernance de données dans l'intérêt public? Et ça, c'est un autre élément. Un autre élément encore, c'est le fait que c'était une grande corporation américaine qui était à la tête de ce projet. Ça a soulevé dans la population des craintes autour de la localisation de données. Alors, il y avait un grand intérêt à préserver les données au Canada, stocker les données au Canada et de ne pas les stocker, les laisser partir aux États-Unis. Et ça, c'est en partie une question de vie privée, mais aussi en partie une question de propriété dans les données, qui aura la souveraineté sur ces données. Très bien. Antoine Courmont, quelles sont pour vous les leçons de cet épisode? Alors, moi, j'ai suivi de plus loin le projet Sidewalk Labs. Après, le retrait donc, de la filiale de Google de ce projet à Toronto est révélateur aussi d'un certain nombre de transformations qu'on peut observer dans le gouvernement de la ville numérique. Le premier, à mon sens, c'est que si on remet dans une perspective aussi un peu plus longue, c'est que ça pointe le fait que le marché de la Smart City est davantage une promesse qu'une réalité aujourd'hui, puisqu'on entend beaucoup parler de recomposition du capitalisme urbain autour de l'accumulation de données depuis une dizaine d'années, mais les modalités de valorisation de ces données sont encore assez incertaines. En témoigne donc ce retrait de Google, mais aussi les échecs d'IBM et de Cisco à s'imposer, à construire, à structurer ce marché de la Smart City au début des années 2010.
L'autre point, moi, qui me semble important, et ça vient d'être souligné, c'est l'importance du rôle de la donnée, qui n'est plus simplement un instrument d'action publique, comme c'était le cas auparavant, mais qui est devenu un véritable enjeu de gouvernement autour duquel se structurent des rapports de force. Et les gouvernements ont bien compris depuis quelques années que dorénavant, pour gouverner la ville à l'ère du numérique, il faut gouverner les flux de données, et ils entendent y jouer un rôle. Et le dernier point, moi, qui me semble intéressant aussi, c'est sur justement l'évolution des rapports de force entre acteurs publics et privés dans le gouvernement de la ville numérique. Hein. Donc, il faut rappeler que les acteurs publics n'ont jamais eu le monopole de l'autorité politique. Hein. Ils ont toujours partagé les modalités de gouvernement avec la société civile, avec des acteurs privés, mais que cet équilibre, ce partage évolue dans le temps, selon les territoires, selon les secteurs d'action publique. Et là, on voit bien qu'on est à une période assez particulière, puisque la crise sanitaire conduit à une forme de crise économique qui conduit à transformer, en tout cas qui semble transformer les rapports de pouvoir entre ces acteurs de l'économie numérique et les acteurs publics. Donc, il y a le cas du retrait de Sidewalk Labs. On peut parler aussi du rapport de force qui semble s'être inversé par rapport aux plateformes Uber ou Airbnb, où dans plusieurs territoires, les villes tentent dorénavant en bénéficier pour imposer une régulation plus forte auprès de ces acteurs. Donc, pour prolonger, vous ne constatez pas ce qu'on entend souvent aujourd'hui, une privatisation de la ville par le numérique? Alors non, parce que l'acteur public joue un rôle dans la structuration du marché du numérique urbain, que ce soit par la mise à disposition des données, par un encadrement réglementaire. Donc il est certes déstabilisé, ça on peut pas le nier, notamment par ces acteurs d'un nouveau genre que sont les plateformes, mais il a des capacités de régulation qui peuvent se faire a posteriori, puisque c'est long de réguler, ça demande du temps, il faut en débattre, il faut mettre en œuvre un cadre adapté. Et il y a aussi des situations conflictuelles et des rapports de force qui peuvent être défavorables, mais en tout cas, l'acteur public, dans certains secteurs, sur certains territoires et selon les configurations, joue clairement un rôle dans le gouvernement de la ville numérique. Alors, Teresa Scassa, au Canada, est-ce que vous constatez ce retour en force de l'acteur public que décrit Antoine Courmont, et comment est-ce que ça se traduit? Moi, ma réponse sera oui et non, dans le sens que le oui, c'est que je crois qu'au Canada, on a appris beaucoup de leçons autour de cet épisode de Sidewalk Toronto, le projet de Sidewalk Toronto. Et les leçons étaient que, il faut avoir la confiance du public dans ce genre de développement. Sans la confiance publique, il y aura la difficulté de convaincre les gens dans une ville, par exemple, que c'est le moyen de procéder. Alors, je crois que ce qu'on commence à voir présentement dans les projets de loi, par exemple, ou dans les discussions de réforme du droit, moi, je vois l'évidence de l'impact de Sidewalk Toronto parce que les gouvernements parlent des fiducies de données, par exemple, ou des façons de gérer les données dans l'intérêt public. On parle de nouveaux droits de vie privée. Excusez-moi. Les fiducies de données, est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, le concept de fiducie, c'est un concept de common law, mais en même temps, le libellé fiducie de données, comme c'est utilisé au Canada et ailleurs, c'est un terme assez général. Ça parle d'une façon de gérer les données d'une façon qui respecte les intérêts d'un groupe défini, effectivement. Alors, ça peut être les citoyens, mais ça peut être une combinaison du public, du secteur privé et des gouvernements, ou ça peut être une combinaison ça peut être un groupe de compagnies du secteur privé qui ont une entente pour partager les données pour certains fins. Alors, je crois que c'est un concept qui est assez flou, mais l'idée, c'est que on a une façon de gérer les données pour pouvoir partager les données et que on a une liste, une série de buts
d'objets, de limites sur le partage de données. Alors, il y a les intérêts sont bien définis et il y a des limites sur ce qui peut être fait avec les données. Alors, c'est un autre moyen de gérer les données. Et à Toronto, ce concept était important parce que on avait une compagnie du secteur privé, plusieurs acteurs du secteur privé local qui voulaient utiliser les données, avoir un rôle à jouer dans la ville numérique. Il y avait le public, il y avait des craintes concernant comment leurs données seront utilisées par Sidewalk Labs, mais aussi par les autres compagnies. Et il y avait les gouvernements qui avaient un autre, qui protégeaient un autre aspect de l'intérêt public. Alors, l'idée, c'était de trouver une façon de gérer ces données qui seront pas entièrement, en partie collectées par le secteur public, en partie collectées par le secteur privé. Comment est-ce qu'on peut gérer ces données pour respecter tous ces intérêts et pour protéger le public? Alors, c'est pour ça qu'on a vu ce concept à Toronto. Alors, on commence à avoir beaucoup plus de discussions au Canada autour de ce genre de collectif, commune de données, fiducie de données, cette façon de gérer les données d'une manière qui sert des intérêts divers dans les données. Alors ça, c'est une des choses qui est sortie de ce débat. Il y a aussi des développements. Il y a, la Ville de Montréal, par exemple, est en train de développer une charte des droits autour des données de la ville numérique. Waterfront Toronto s'intéresse aussi à développer des principes de développement dans le contexte numérique. Et on commence à voir ces façons d'essayer d'identifier les principes de bon développement numérique dans le contexte des villes. Alors ça aussi, c'est intéressant et c'est quelque chose, je crois, qui sort des débats autour de Sidewalk Toronto. Antoine, je vois, pardon. Je n'ai pas dit je n'ai pas, j'ai commencé par dire que ma réponse était oui ou non. J'ai parlé du oui. Le non, c'est simplement le fait qu'on voit plusieurs façons dont, et ça c'est une de mes préoccupations, dont on voit l'introduction des technologies de surveillance, de reconnaissance faciale, d'autres sortes de technologies qui entrent en utilisation dans les villes, dans les contextes du secteur public, par toutes sortes de voies intéressant là où il n'y a pas beaucoup de transparence, il y a un manque de transparence, il y a un manque de débat public autour de l'adoption de ces technologies. Alors pour moi, ça c'est une crainte. Il y a d'un côté la ville numérique où on a des débats en public et on a la participation des conseils municipaux, etc. Mais il y a aussi cet autre type d'adoption de technologie qui est moins transparent et qui peut soulever toutes sortes de questions importantes autour des droits civils et les libertés. Je voudrais rebondir sur cette idée de charte, Antoine Courmont. Est-ce qu'il y a ce travail d'élaboration de chartes autour du numérique dans certaines villes en France? Alors oui, tout à fait. Il y a plusieurs collectivités françaises qui travaillent ou qui ont même déjà élaboré des chartes. Je pense notamment à la métropole de Nantes qui a élaboré un certain nombre de chartes autour de la donnée, qui liste un certain nombre de principes à suivre pour que ce soit l'usage, la diffusion, la collecte de données afin qu'elles soient les plus respectueuses de l'intérêt général qu'ils entendent défendre. Donc c'est des documents qui sont intéressants, à mon sens, notamment parce qu'ils permettent de débattre de ce sujet, de les mettre sur la table et en fait d'en faire un enjeu politique et de déterminer les choix qu'on va faire à partir de ça, ce qui était auparavant pas le cas. Donc en ça, pour moi, ils sont assez intéressants. Après, les chartes, ça reste des documents qui sont très peu contraignants. Ils engagent que les personnes qui signent, mais ils n'ont pas une valeur normative très forte. Et c'est important aussi qu'ils soient relayés ensuite par le biais d'instruments plus traditionnels de l'action publique, notamment sur les contractualisations, les rapports les rapports qui peuvent se jouer autour de la signature de contrats, etc. Donc ça peut fournir un cadre, ça fournit au moins un espace de débat, mais ça reste quand même assez peu contraignant et effectivement il y a tout
un nombre de technologies et de collectes de données qui se font aussi totalement indépendamment des acteurs publics, et notamment des acteurs publics locaux qui n'ont pas la main dessus pour déterminer leur orientation. Alors, on a vu qu'à Toronto, et vous en avez parlé déjà l'un et l'autre, des habitants se sont mobilisés pour demander un débat démocratique et puis aussi contre le projet lui-même. Quel rôle peuvent jouer les citoyens dans la construction de la ville numérique aujourd'hui? Alors peut-être Teresa Scassa? Oui, et je crois que les citoyens peuvent jouer un rôle important. Évidemment, ce qu'on a vu à Toronto, c'est que les citoyens ont insisté d'être inclus dans les débats et je crois que leur mobilisation a mené à plusieurs divers types de consultations, de séances publiques, de moyens de faire participer le public. Alors ça, c'était une leçon importante aussi. Et c'était intéressant de voir la diversité d'opinions, de perspectives, autour de la ville numérique, parce qu'il y avait certainement des gens qui s'opposaient en raison de vie privée, mais il y avait aussi, par exemple, les développeurs locaux qui craignaient être exclus des possibilités de participer dans le développement de la ville numérique. Alors, il y avait toutes sortes de perspectives qui sont sorties autour de ce projet. Et alors, je crois que cet élément inclure le public, c'est important pour des raisons démocratiques. C'est important parce qu'il y a des perspectives de valeur qu'il faut entendre pour avoir une ville démocratique numérique. Mais aussi, c'est nécessaire de donner l'opportunité au public de participer parce que autrement, sans la confiance du public, c'est impossible de faire ce genre de développement à cette échelle au moins. Comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai des craintes autour des développements qui sont moins transparents, qui sont petit par petit, l'adoption des technologies. Ça, c'est peut-être plus problématique, mais pour ce genre de grands projets, c'est évident qu'il faut avoir un moyen d'entendre le public et d'entendre leurs craintes et de répondre à ces craintes. Et en l'occurrence, si je me souviens bien, à Toronto, il y a eu des débats en présentiel, des débats organisés le soir avec les habitants, mais au bout d'un certain temps, à la demande des citoyens. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, Antoine, est-ce que ce même phénomène émerge en France? Est-ce qu'on assiste à une politisation de la ville numérique? Alors, ça émerge lentement, mais en fait, ce que nous on avait constaté, on a observé un petit peu les élections municipales qui ont eu lieu ce printemps, et enfin le printemps dernier. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que alors que la mandature précédente était celle de la mise à l'agenda du numérique à l'échelle des municipales et des collectivités locales, avec énormément de projets autour de la Smart City, force est de constater que, à l'exception des débats autour de la régulation des plateformes, notamment Airbnb, il n'y a pas eu une politisation très forte autour des enjeux numériques à l'échelle locale. Pas de grosses différences de clivage partisan, de grosses différences entre les municipalités gouvernées par la gauche ou par la droite. Notamment si on prend un exemple de deux projets qui sont assez médiatiques et assez emblématiques des projets Smart City en France, ceux proposés par Dijon et Angers de grands superviseurs urbains. Donc, c'est des contrats qui sont assez longs, qui reposent très largement sur des consortiums d'acteurs privés. Et en fait, si vous regardez les débats à l'échelle locale, ces deux projets ont été votés à l'unanimité ou la quasi-unanimité des conseils métropolitains, donc sans opposition gauche-droite. Et donc, Dijon et Angers, c'est intéressant puisque c'est deux municipalités gouvernées par la gauche et par le centre droit.
Par contre, et ça c'est plus récent et je trouve ça assez intéressant, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de mobilisations qui sont très localisées contre certains aspects du numérique et avec un lien notamment avec la question environnementale qui est de plus en plus prégnante, et donc qui questionne l'impact environnemental du numérique et ses effets sociaux. Donc, on a eu en France une tradition assez longue de mobilisation contre les compteurs communicants et notamment contre Linky. Et aujourd'hui, cette mobilisation est aussi renouvelée par différentes facettes, mais notamment contre le déploiement de l'infrastructure 5G qui est questionné à la fois par des groupements de citoyens, mais également par certains maires nouvellement élus, notamment écolos, qui appellent à des moratoires pour justement décider de quelle finalité on veut faire de ces infrastructures, quels sont leurs impacts environnementaux, quelle est leur utilité par rapport à nos réels besoins, est-ce qu'on doit les déployer ou non. On voit aussi des mobilisations qui se créent autour de l'implantation des entrepôts Amazon. Donc là encore, c'est des mobilisations qui sont très locales, mais qui sont assez multiples, puisque on y répertoriait plusieurs. Vous en avez en Haute-Savoie, dans le Calvados, dans le Bas-Rhin, en Loire-Atlantique, dans le Gard, dans le Rhône. Et à chaque fois, c'est à la fois sur des enjeux de l'impact environnemental de la mise en œuvre de ces entrepôts Amazon, le modèle aussi Amazon du e-commerce, ses effets potentiels sur le commerce local, etc., qui font se cristalliser un ensemble d'enjeux qui ne pointent pas directement le numérique, mais en tout cas, ici, quelques acteurs du numérique. Et le dernier point aussi, moi, qui me semble intéressant sur cette mobilisation, enfin, c'est un peu des signaux faibles, mais qui sont intéressantes sur cette politisation du gouvernement de la ville numérique, c'est également des critiques qui sont de plus en plus fortes contre la technologie numérique et surtout contre son idéologie solutionniste. Cette idée qu'on apporterait à tout problème social une solution qui serait technique. Donc, on l'a vu sur des débats nationaux en France très fortement pour la gestion de la crise sanitaire avec l'application Stop Covid, qui a été très controversée, et notamment sur des questions de vie privée, mais aussi sur des questions de son utilité par rapport à la gestion de la crise. Et donc, du coup, tout ça me fait dire que peut-être qu'on assiste à la fin d'un discours consensuel et déterministe autour de la Smart City et qu'enfin, on arriverait à construire des politiques numériques alternatives qui placeraient, du coup, des choix importants de société pour les élus locaux, les administrations locales et les citoyens. Oui, peut-être que ça ouvre d'autres perspectives avec la low-tech, par exemple, ou est-ce que vous constatez ce phénomène en France? Alors, il y a un petit peu effectivement de débat autour de la low-tech, de mise en place de certaines initiatives, de cette idée aussi de s'appuyer plutôt sur la collaboration de personnes à l'échelle locale et surtout d'adapter les technologies en fonction de chaque territoire, de ses intérêts propres, de ses caractéristiques, plutôt que d'essayer de copier des modèles qui seraient un modèle uniforme de la Smart City. Ça n'existe pas, ce modèle ne marche pas en fait, puisqu'à chaque fois, il y a vraiment des différences qui se jouent localement en fonction de la configuration d'acteurs préexistants, des institutions, des moyens à disposition. Et le numérique n'est qu'un outil et au service d'une finalité qui doit être débattue. Alors, on voit que les situations sont très contrastées. Teresa Scassa, est-ce que vous pensez qu'il peut exister une ville numérique démocratique et à quelles conditions? Oui, en principe, mais je crois que ça devient de plus en plus un défi. Une de mes préoccupations présentement, c'est la façon dont les technologies sont adoptées. Je viens de le mentionner, mais il y a certaines technologies. Premièrement, la ville numérique devient de plus en plus complexe avec l'intelligence artificielle. Alors, les questions qui sont posées par la ville numérique sont en voie de développer et de changer avec l'évolution technologique. Mais je vois aussi que c'est plus facile avec un grand projet comme Sidewalk Toronto d'avoir des débats publics parce que c'est un grand projet. Ça implique beaucoup de choses. C'est difficile de le rendre obscur. Mais
on voit de plus en plus l'adoption des technologies d'une façon qui n'est pas du tout transparente dans les villes. Et je donne l'exemple de Clearview AI. Il y avait toute une controverse en Amérique du Nord qui a débuté en janvier 2020 avec un reportage dans le New York Times concernant cette compagnie aux États-Unis qui a créé une base de données pour la reconnaissance faciale qui pouvait être utilisée par les services policiers. Et ce qu'on a vu avec cet exemple, c'est que l'adoption pouvait être par un service policier, mais parce que c'est simplement une consultation des bases de données, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement débattu dans les conseils municipaux, c'est quelque chose qui peut se trouver n'importe où dans un budget policier, difficile consultation ou quelque chose de même. On ne voit pas nécessairement que c'est l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que la compagnie a offert l'accès aux policiers individus. Alors, il y avait certains services policiers qui ont dit publiquement qu'ils n'utilisaient pas les services de Clearview AI et quelques semaines après ont dû admettre que certains de leurs employés utilisaient Clearview AI. Alors, c'est un exemple de l'adoption, effectivement, d'une technologie de surveillance dans une municipalité par les services policiers sans aucune transparence et aucune façon de surveiller comment la technologie est utilisée, aucune responsabilité pour les services policiers, aucune façon de déterminer quand c'est utilisé, par qui, dans quelles circonstances, aucune contrainte. Et ça, c'est très préoccupant. Et je crois qu'on voit de plus en plus des services qui sont disponibles de cette manière et qui peuvent soulever toutes sortes de problèmes, mais qui sont presque invisibles dans les aspects publics des villes, dans les conseils municipaux, dans l'adoption formelle, dans les budgets d'une façon claire et évidente. Et je crois que ça commence à poser des questions au niveau de démocratie, de transparence, de responsabilité. Alors ça, je crois que ça, c'est est quelque chose de très important pour les villes. C'est simplement de savoir même quelles technologies sont utilisées dans la ville numérique. Et est-ce que ça ne peut pas être réglementé, encadré? Oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est un peu on apprend à tous les jours de nouvelles choses qu'il faut réglementer. Alors, la réglementation traîne en arrière, je crois, avec ces technologies. Alors, en principe, on a des moyens d'assurer la transparence, mais des fois, les institutions municipales ou juridiques sont lents gouvernementales sont lents à répondre à ces circonstances et en même temps, pendant qu'ils développent leur réponse, la technologie se modifie et s'avance. Alors, il faut être toujours au courant de ce qui se passe pour pouvoir le gérer. Antoine Courmont, vous souhaitez réagir? Est-ce que vous constatez la même évolution en France, en Europe, de cette façon-là? Alors, effectivement, le volet sécuritaire a vraiment pris le pas, en tout cas sur la Smart City, dans les marchés du numérique urbain. Vous avez de nombreux acteurs qui vendent ces solutions aux gouvernements locaux, aux institutions nationales, etc., pour juste gérer à l'aide de la technologie l'action de la sécurité. C'est pas nouveau, hein, puisqu'on avait déjà le cas, il y avait eu beaucoup de débats il y a déjà 10-15 ans autour de la question de la vidéosurveillance ou de vidéoprotection qui était déployée par notamment les polices municipales, puis dans d'autres secteurs. Et ce qui était intéressant, et donc ça rejoint un peu le point qui vient d'être évoqué, c'est que donc à l'époque c'était très débattu. Vous aviez certaines municipalités, notamment les municipalités communistes, écologistes, certaines municipalités socialistes, qui refusaient l'installation de caméras de vidéosurveillance sur leur territoire. Pardon.
Aujourd'hui, en fait, on regarde qu'elles installent sans débat ces caméras, et donc ça semble s'être répandu de manière assez insidieuse. Donc ça, c'est sans même ces nouvelles technologies autour du big data, de l'intelligence artificielle ou de la reconnaissance faciale qui est très débattue et qui peuvent venir, mais même des technologies très simples commencent à être mises en place et posent des questions sur la vie privée, les libertés individuelles et collectives, mises en place par des institutions publiques, mais aussi mises en place par des habitants et des citadins eux-mêmes, puisqu'aujourd'hui, acheter un kit de vidéosurveillance avec le flux disponible sur votre téléphone mobile pour surveiller à distance votre domicile, ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher, donc des personnes en achètent, c'est encadré par la loi, mais ils ne respectent pas toujours l'encadrement. Vous avez le droit de filmer votre propriété privée, mais pas du tout l'espace public, ni encore moins la propriété de votre voisin. Or, il se trouve qu'on a énormément de conflits intervoisinage et où cette surveillance horizontale joue un rôle et est aussi problématique dans le développement de l'usage des technologies pour la surveillance. Après, pour ce qui est des grands débats, notamment autour de la reconnaissance faciale, hein, donc ça a été un petit peu débattu, notamment au moment du déconfinement. Aujourd'hui, il y a une interdiction de fait de la mise en œuvre de procédures de reconnaissance faciale dans l'espace public en France. Mais il se trouve qu'il y a certaines volontés de la part d'industriels, de la part de politiques, d'essayer de promouvoir un marché autour de la reconnaissance faciale, notamment pour encourager aussi l'industrie française face à des industriels asiatiques, nord-américains ou russes. Et donc, je pense qu'on est au début d'un débat qui devrait s'accentuer dans les mois à venir. Ouais. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange vraiment très intéressant qui mérite qu'un large public s'y intéresse. On y reviendra dans peut-être sur le site du Monde très, très bientôt et dans les pages du Monde. Et merci encore et bonne journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.